Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui traite ce sujet: comment repérer un site frauduleux. L'objectif, c'est de vous donner les clés pour éviter les arnaques en fait du quotidien, que ce soit à la fois au travail, parce qu'on sait qu'on a de nombreux cas de figure aussi qui se présentent dans le cadre de nos différents métiers, et aussi vous donner les clés plutôt à la maison. J'interviens aujourd'hui grâce à l'association que vous pouvez voir en bas à droite du slide, qui s'appelle ADES France. ADES France, c'est une association qui prend notamment part à la prévention et aussi à la sécurité en France à travers différents ateliers, différents articles et également webinaires comme aujourd'hui. Vous avez tout au long de la conférence la possibilité de poser aussi des questions que je traiterai à la fin de la présentation. Donc vous avez un onglet qui est prévu à cet effet. Et sans plus tarder, on démarre. Un petit mot sur qui suis-je. Donc moi c'est Ghislain Riandet, j'ai été pendant une bonne dizaine d'années chef de projet digital au sein du groupe SEB. Et à ce titre, j'interviens notamment en tant que créateur de la plateforme verifsite.com, on le verra tout à l'heure, qui permet notamment de vérifier la fiabilité d'un site internet en seulement quelques clics. Je voulais revenir sur quelques chiffres avant de démarrer vraiment la présentation, notamment par rapport aux victimes qui ont été recensées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. À savoir plus de 400 000 victimes déclarées, tout en sachant que seulement une victime sur 10 en fait dépose généralement plainte. Donc on peut facilement multiplier en fait ce chiffre par 10. Et également pour vous dire que dans la crise du Covid, ça a été vraiment une aubaine, on va dire, pour les escrocs, et une multiplicité des arnaques et aussi de l'ingéniosité des arnaques, notamment face au Deep Voice. Deep Voice, par exemple, c'est la capacité de prendre un podcast qui existe, par exemple, votre enfant fait un podcast de jeux vidéo, on utilise une IA pour reproduire la voix de votre enfant, et après vous recevez un message sur WhatsApp qui vous informe que votre enfant, par exemple, avec sa voix, est en difficulté, n'arrive pas à prendre le bus, par exemple, ou il faut absolument que vous lui envoyiez de l'argent. Et c'est assez déroutant parce que c'est la voix de votre enfant qui est utilisée pour ce type d'arnaque. Donc voilà une petite mise en bouche par rapport à l'explosivité, on va dire la recrudescence d'arnaques depuis la crise du Covid. On va voir ensemble 7 points de vigilance sur cette thématique, donc de repérer un site frauduleux, tout en sachant que la présentation est assez garnie parce qu'elle a été conçue pour vraiment être transmise et on va dire consultable en ligne par la suite. 7 points de vigilance, donc on va voir ensemble, en passant de l'adresse du site internet, son ancienneté, sa sécurité, la présence de pages légales, notamment pour les sites de vente en ligne, la vérification des avis clients, des prix trop bas. On passera également par le service client qui peut être une véritable clé de voûte pour savoir est-ce qu'on passe commande sur ce site-là ou non. Et en bonus, on passera aussi sur l'outil d'aide à la décision qui a été développé par verifsite.com. Voilà. Je souhaite tout de même faire une petite immersion dans le monde des arnaques en tant que plutôt prélude, en vous informant des différents types d'arnaques qui existent à ce jour, notamment les plus connus. Par exemple, tout ce qui est site de phishing. Donc c'est l'imitation de sites officiels. Donc les banques, les réseaux sociaux, l'objectif derrière, c'est de voler vos identifiants, mots de passe. L'exemple très concret ici, vous pouvez voir un faux site PayPal, donc il y a 2 fois le L de PayPal dans le nom de domaine, qui demande de vérifier par exemple vos informations. Un faux site e-commerce,
Donc l'objectif des escrocs, c'est de vendre des produits attractifs, notamment à prix cassé. L'acheteur, lui, ne se reçoit rien ou un article de mauvaise qualité. Exemple, une boutique de sacs de marque à 80% de réduction qui demande des paiements, on va dire, directs ou instantanés. Vous avez aussi le fameux arnaque des faux supports techniques. En faisant, vous êtes tranquillement sur votre ordinateur, vous recevez une notification, par exemple de Microsoft, qui vous incite, on va dire, à contacter le support Microsoft pour réparer votre appareil, moyennant du coup un paiement, en vous disant tout simplement, par exemple, votre ordinateur est infecté. Quatrième typologie qui est bien connue par email, c'est notamment les fausses loteries. Donc c'est l'annonce d'un gain, d'un héritage, vous avez gagné un voyage, demandant notamment des sommes pour récupérer votre gain. Par exemple, félicitations, vous avez gagné 10 000 euros, mais il faut que vous payiez 30, 40, 50 euros pour le récupérer. Voici le RIB. Moins connu, mais très tendance en ce moment, c'est les faux sites du coup de streaming. Ici, on est sur un site de streaming qui vous permet d'accéder par exemple à un événement sportif qui est payant. Ça s'est beaucoup vu et pratiqué dans les derniers combats, notamment de MMA. Donc, l'objectif, c'est à un moment donné de vous faire insérer votre carte pour accéder soit aux épisodes, soit aux événements en tant que tels, sauf que vous mettez votre carte derrière, il n'y a aucun service qui est rendu. Ensuite, vous avez la prolifération aussi de faux sites de rencontres, donc des faux profils qui poussent les utilisateurs en fait à payer pour avoir des fonctionnalités premium, et notamment des profils qui sont générés par IA. Donc c'est pas vraiment des personnes derrière, c'est des images d'hommes et de femmes qui ont été générées par l'intelligence artificielle, mais pas du tout des profils de vrais membres. Et pour finir, dernier slide sur ce sujet-là, les faux sites, malheureusement, d'emploi, où on demande une inscription, une vérification, par exemple par voie bancaire, ou juste reprendre toutes vos coordonnées. Ce qui marche bien aussi, c'est la capture de la pièce d'identité, voilà, pour vérifier que vous êtes bien candidat et que vous voulez vraiment postuler à ce fameux travail de rêve qu'on vous propose, ou d'ailleurs parfois même pas de rêve, les grosses boîtes en sont également victimes. Bon, on vous demande par exemple votre carte d'identité, qui est revendue par la suite sur le marché. Les faux sites de dons sollicitent en fait des dons pour des causes urgentes. Voilà, vous allez avoir un séisme dans telle ville, un ouragan. Vous voulez donner, malheureusement, le site sur lequel vous tombez, c'est un site qui collecte des dons pour une catastrophe en imitant une vraie ONG. Voilà. Et ensuite, dernier cas de figure, on va dire les plus classiques, c'est les faux sites de services publics, notamment remboursement d'impôts, aide gouvernementale. Là, c'est un peu, notamment, vous allez recevoir ce type forcément d'offres ou d'emails, bizarrement, dans la période où il faut déclarer vos impôts, dans la période où vous allez payer votre taxe, par exemple foncière, ou recevoir votre avis, on vous demande du coup vos informations bancaires pour remboursement immédiat, par exemple, d'une somme qui vous a vraiment été prélevée indûment. Voilà, différents exemples dans le monde dans lequel nous vivons par rapport aux arnaques. Comme exemple aussi, à la mort, au décès d'Alain Delon, voilà, il y a eu une énorme arnaque qui était montée sur le fait qu'il donnerait 100 000 euros à chaque personne qui répondrait le plus vite du coup à une enquête derrière. Donc ça se prolifère, et j'ai remis aussi quelques exemples que vous avez tous vu passer. L'exemple par exemple du fameux colis qui rentrait pas dans votre boîte aux lettres, où vous n'étiez pas là
faut reprendre un créneau, sauf que derrière, par exemple, le site frconsignesolutions.com, c'est pas du tout un site de la Poste, de DHL ou d'autres transporteurs. Voilà. Le fameux, l'arnaque, on va dire, au sentiment que votre fils ou votre fille peut vous envoyer un coucou maman, c'est moi, j'ai perdu mon numéro de... J'ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c'est un numéro temporaire, est-ce que tu pourrais m'envoyer, ci et là, du crédit, je dois te parler absolument. Et ensuite, une autre arnaque connue qui a été notamment bien utilisée en 2023, c'est celle d'une pâle copie du site Netflix qui promettait d'avoir un accès normal à Netflix, sauf qu'on n'était pas sur le bon site. Voilà. Voilà pour cette mise en bouche. Maintenant, on va vraiment aborder l'aspect concret sur les conseils. Premier conseil, du coup, première clé, c'est l'adresse du site internet. C'est le premier indicateur de fiabilité d'un site. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention au fait de vérifier le nom de domaine et son extension. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici, en sachant que voilà, laredoute.fr, laredoute.com, comme il est orthographié ici, c'est le site officiel. Voilà. Je vous ai mis plusieurs exemples, par exemple laredoute.fr sans E à la fin du nom. Laredoute.io, donc c'est pas la bonne extension de domaine qui est utilisée. Et donc du coup, vous pouvez avoir des sites avec des extensions non officielles ou des pays inattendus, par exemple laredoute.ru, ben c'est le site de la Redoute en Russie. Vous avez par exemple l'art-du-6 doute.fr. Ben voilà, l'astuce ici consiste à rajouter un tiret dans le domaine. Et enfin, par exemple, laredoute.promotion.fr, un grand risque aussi potentiel. On a un sous-domaine trompeur qui porte le nom du coup de la société. Donc un des premiers piliers de détection, c'est vraiment vérifier si finalement est-ce que c'est la bonne URL du site en tant que tel, notamment des sites officiels. Et une des clés pour aller voir si c'est la bonne URL ou pas, c'est taper tout simplement le nom de la marque ou de la société, par exemple sur Google ou un autre moteur de recherche, et vous obtenez bien souvent pour les sites notamment connus et inconnus, une fiche d'identité avec la société. Par exemple ici sur La Redoute, vous avez un petit descriptif de la société La Redoute avec un extrait Wikipédia, vous avez l'URL du site internet et vous avez le service client. Voilà, donc là vous savez que le site officiel c'est laredoute.fr. Deuxième clé, c'est l'ancienneté du site. Ici, l'avertissement, c'est de faire attention aux sites fraîchement créés, dits sites fantômes n'ayant pour but que de tromper. J'ai repris l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur frconsignesolutions.com, donc du coup de ce fameux SMS qu'on reçoit de notre livreur qui n'a pas réussi à livrer son colis chez nous. Simplement le mettre par exemple sur Google et de regarder s'il n'y a pas eu déjà des signalements sur l'adresse. Et là, vous pouvez voir par exemple que le site a été dénoncé par UFC Que Choisir, Scamdoc ou encore un autre site derrière pour dénoncer les messages du coup de faux livreurs pour voler vos données. Voilà. Donc ça, c'est un premier facteur. Par contre, vous avez un deuxième moyen de détecter ça. Vous pouvez utiliser un outil comme archive.org, qui est une sorte de grande bibliothèque nationale des sites internet qui relève au fur et à mesure des mois et des années du coup des copies de sites internet, et vous pouvez voir si le site en fait il existe depuis longtemps ou non. Par exemple, si on reprend frconsignesolutions.com, on se rend compte qu'il n'y a aucune ancienneté, c'est un domaine qui a été créé en 2024, et il y a eu seulement 2 sauvegardes depuis 2005. Si, à l'inverse, je prends le site officiel de Preventica.com,
bah, je me rends compte que depuis les années 2000, voilà, ici on a eu 642 sauvegardes du site internet. Et vous pouvez aller aussi sur l'outil archive.org pour regarder à cette date-là à quoi ressemblait aussi le site internet. Voilà, donc c'est un des critères qui vous permet de différencier du coup un site qui a été récemment créé ou un site qui a une ancienneté sur internet. L'astuce qui est donnée aussi derrière, c'est voilà, si vous vous rendez compte que le site est trop récent, et vous mieux se fier aux sites disposant d'un minimum d'ancienneté, un minimum aussi de notoriété. Troisième clé, la sécurité du site internet. Juste avant d'aborder cette clé-là, je souhaiterais mettre vraiment en lumière ce qui s'est passé du coup dans l'année 2024, notamment au piratage récent de grands acteurs français, notamment France Travail, donc anciennement Pôle emploi. Hein. Donc en mars 2024, ils ont fait l'objet d'une cyberattaque et les pirates ont pu récupérer les données de 43 millions de personnes. Pareil pour le Grand Palais à Paris, donc le site d'événements olympiques. Hein. Ils ont subi une attaque de ransomware. Ransomware, c'est quoi? Je vous ai mis la petite définition là, à la fin du slide. C'est un logiciel malveillant en fait qui vous bloque l'accès à votre ordinateur, qui vous suggère directement de payer la rançon. Tant que vous n'avez pas payé la rançon, vous ne débloquez pas votre système informatique, vous ne débloquez pas du coup les données de vos clients, par exemple. Ce fut également le cas en janvier 2024 à l'hôpital Simone Veil de Cannes. Même typologie d'attaque. Toutes les données médicales, administratives de l'hôpital ont été du coup bloquées. Et du coup, ça a perturbé vraiment toutes les sphères de l'hôpital et tous les services. Dernier en date, du coup, assez récent, Auchan France, du coup, ils se sont fait pirater la base de données de leurs clients, on va dire, liés au programme de fidélité. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que même les plus grandes institutions, elles ne sont pas à l'abri du piratage. Voilà. Et quand vous entendez vous parler de ce type de piratage-là dans la presse par rapport à un grand acteur, par exemple sur France Travail, la première chose du coup à faire, c'est d'aller changer votre mot de passe. Parce que potentiellement, il a été récupéré à un moment donné par les pirates. Voilà. Si on revient du coup à cette clé, la sécurité d'un site internet, elle passe obligatoirement désormais par la présence d'un certificat HTTPS dans l'adresse du site que vous pourrez retrouver généralement avant, dans tous les cas de figure, avant du coup le nom de domaine, par exemple sur Amazon, vous pouvez voir sur la copie d'écran là, vous avez un petit cadenas HTTPS www.amazon.fr. Voilà, c'est un des critères, un des facteurs maintenant obligatoires, notamment pour les sites e-commerce. Et vous pouvez même cliquer, notamment sur Firefox, sur le cadenas pour voir quelle est l'autorité en tant que telle qui a sécurisé ou qui offre cette sécurisation au niveau du certificat HTTPS sur le site. Voilà. Donc, quelques cas classiques, hein, notamment qu'on retrouve sur mobile PC, quand vous êtes sur votre navigateur et le navigateur vous offre, vous montre ce type de page-là, voilà, vous êtes sur un site web que celui-ci sur lequel vous êtes en train de naviguer, il est jugé trompeur, ou la connexion n'est pas privée ou n'est pas sécurisée en tant que telle, vous ne posez pas plus de questions, vous passez vraiment votre chemin, vous abandonnez la connexion. Quelques règles du coup à retenir assez simples. Hein. Si je suis sur un site HTTPS, je vais continuer ma navigation. Par contre, HTTP, je commence à prendre un risque. Si en plus j'ai mon navigateur internet, donc Google Chrome, Safari, Firefox, Edge aussi, vous montre ce type de message, hein, ne pas continuer votre navigation, ne continuez pas.
4e point, plutôt... alors, ça fait partie des points, notamment ce 4e point-là, qui n'est pas du tout vérifié par les acheteurs, tout simplement parce qu'on n'aime pas consulter les mentions légales, on n'aime pas consulter aussi les conditions générales de vente. Généralement, c'est un pavé assez important, parfois d'une centaine de pages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on accepte et puis on passe à la suite. Ici, je vous ai recensé plusieurs documents, on va dire, légaux qui sont obligatoires, notamment pour les sites de vente en ligne. Et je vous ai mis également qu'est-ce que, par exemple, le site Entreprendre Service Public considère comme légal. Par exemple, vous avez les mentions légales. Ici, les mentions légales, sur un site, vous devez avoir obligatoirement l'entité de l'entreprise, donc sa forme juridique, son adresse, par exemple le montant du capital social. Est-ce que c'est une entreprise qui est enregistrée? Elle fait partie du registre du commerce? Est-ce qu'elle a un numéro SIREN? Est-ce qu'elle a un numéro SIRET? Est-ce qu'il y a également dans ces mentions légales un email et un numéro de téléphone pour contacter l'entreprise, un numéro de TVA, et où est-ce que le site, par exemple, est hébergé? Voilà. Par exemple, ici, je vous ai mis l'obligation qu'une société a par rapport à ses mentions légales. C'est le cas aussi pour les conditions générales de vente. Elles ont une nature à encadrer les relations du coup commercial par rapport aux produits et aux services qui sont du coup mis en vente. Les regarder en tant que telles, ça vous permet de voir est-ce que c'est... Alors déjà, si elles existent, c'est déjà rassurant par rapport au site internet. Après, vous pouvez les consulter. Je vous ai mis le petit lien pour aller plus loin sur comment décortiquer vraiment les conditions générales de vente. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dedans obligatoirement pour faire la part entre on va dire, les vraies et les fausses conditions générales de vente que vous pouvez retrouver sur un site web. Vous avez aussi, vous en avez entendu sûrement parler, de la gestion des données du coup personnelles en France, la fameuse RGPD, le traitement des données personnelles et l'utilisation aussi des cookies. Voilà. Même si c'est rébarbatif de le faire, les sites e-commerce ont l'obligation d'afficher cette fameuse barre de cookies en vous demandant est-ce que derrière, vous acceptez ou vous n'acceptez pas le fait d'être traqué par les cookies. Voilà. Et derrière, vous avez une politique de confidentialité. Et étant donné qu'on est sur un site de vente en ligne, vous avez aussi notamment la possibilité de mettre fin à votre abonnement ou un formulaire également de rétractation par rapport à l'achat que vous avez fait. Avec différentes normes légales, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est pas l'objet du webinaire, mais en tant que tel, vous pouvez consulter le lien un peu plus bas. Donc pour résumer, parce que j'ai pas forcément tout mis dedans, sur un site de vente en ligne, vous devez retrouver des mentions légales, vous devez retrouver des conditions générales de vente, les pages concernant le traitement des données personnelles, les contrats de vente, les délais aussi de livraison, les moyens de paiement, votre droit de rétractation en tant que client, et également la possibilité de résilier un abonnement par voie électronique. Alors, c'est bien beau ça, mais si on les trouve où, ces fameuses obligations légales? Généralement, elles sont assez bien planquées, hein. Elles sont en bas du site. Par exemple, je vous ai mis sur ManoMano, vous pouvez retrouver les paramètres de cookies en bas du site, les mentions légales, la protection des données, conditions générales d'utilisation, de vente. Et à partir du moment où, normalement, vous passez votre commande, vous avez accès aux conditions générales de vente. Voilà, donc bien vérifier sur les différents sites où c'est qu'on peut les trouver, et les fameux cookies, vous les avez normalement à votre première connexion sur le site internet. Par exemple, ici, c'est Discount, ben voilà, il vous explique en quoi les cookies vont être exploités par ces 93 du coup partenaires et les traceurs qui sont mis en place. Voilà, on arrive à la vérification du coup des avis clients.
Les faux sites adorent copier, créer, générer des faux avis. C'est une technique pour rassurer, on va dire, les victimes que nous avons été malheureusement tous et toutes victimes un jour. Et également à savoir, c'est ok, il y a la génération d'à côté qui peut être factice. Il y a également le fait de pouvoir acheter des avis clients afin d'améliorer leur réputation en ligne. Je voulais m'attarder sur comment on peut repérer un avis bidon, même si c'est pas évident de le faire. Vous avez ce qu'on appelle les profils auteurs. Par exemple, les profils auteurs, on les retrouve beaucoup sur Google Maps. Et vous pouvez voir si l'auteur, il a publié 1, 2 avis, ou il a publié en très peu de temps quelques avis positifs, négatifs sur une même catégorie, par exemple, de produits. Et ça vous donne une idée sur est-ce que ça peut être un faux compte ou non. Généralement, les profils auteurs, c'est, on va dire, bidons, c'est des profils qui sont sans photo, qui n'ont pas forcément d'historique ou avec un pseudonyme générique, ou par exemple, Toto 25 000. Voilà, bah, Toto 25 000, on ne sait pas forcément c'est qui derrière. On peut analyser aussi le contenu véritablement de l'avis. Souvent, on utilise beaucoup de superlatifs par rapport au produit. Incroyable, produit parfait, expérience sensationnelle, voilà, ou des descriptions tout à fait vagues. Vous avez une longueur aussi qui peut être suspecte. Par exemple, si vous avez sur un produit ménager ou un produit, par exemple, lié à l'univers du bricolage, bah, si vous avez juste un avis qui vous dit super service, merci, bah, on ne sait pas forcément quoi en penser. Ou étrangement, il peut être long, ça peut être une énorme tartine qui détaille chaque caractéristique, par exemple, du produit. Bah, derrière, on peut se dire, bah, c'est peut-être la marque, c'est peut-être le fabricant ou autre, ça arrive, qui peut avoir acheté, on va dire, des avis ou une intention, notamment de manipuler le consommateur. Les erreurs aussi répétitives, ça peut être les erreurs de grammaire, la syntaxe, un style d'écriture particulier dans plusieurs avis. Voilà. Il y a aussi d'autres points. Par exemple, vous pouvez avoir un avis qui n'a absolument rien à voir avec le produit ou le service déposé. Vous pouvez aussi avoir des dates étranges. Par exemple, vous êtes sur un produit, bah, vous vous rendez compte que tous les avis se sont faits le 1er décembre 2024. Ben, c'est bizarre, j'ai 20, 30 avis sur le produit cette date-là, mais depuis, j'en ai plus. Voilà. Donc si on n'est pas vigilant, on peut se dire, ah ouais, il y a eu 30 avis sur la fiche, sauf que les 30 avis ont été donnés le même jour. Quelques exemples ici qui ont été glanés notamment sur Google Maps et aussi sur Amazon. Par exemple, ici, vous avez Valérie qui dit 90 € pour le déplacement, c'est trop cher, je vous déconseille fortement. Et le propriétaire répond, nous ne trouvons pas votre nom dans notre fichier client. Quand sommes-nous intervenus? L'heure, l'adresse, et puis demande par exemple de contacter directement l'entreprise. Vous avez aussi alors c'est un cas qui est assez difficilement détectable sur Amazon, mais l'achat d'avis sur Amazon, assez constant, notamment dans la création de nouveaux produits, où des gens aussi peuvent être payés pour donner leur avis sur un produit. Donc on leur rembourse le produit. Leur rôle à eux, c'est de dire que tout va bien sur le produit, tout s'est bien passé, et de mettre en lumière les différentes caractéristiques du produit, sauf que c'est un avis qui est acheté. Voilà, par rapport à l'avis, on pourrait faire toute une conférence sur les avis, tellement il y a de matière derrière. Point numéro 6, qui est assez classique. Du coup, les prix des produits. Je l'ai mis en rouge sur toutes les slides de ce chapitre, c'est le piège du prix anormalement bas.
virgule, je profite de la bonne affaire. Première chose à se dire, c'est que si un produit coûte beaucoup moins cher que sa valeur effectivement habituelle, notamment sur d'autres sites, c'est suspect. Je prends l'exemple d'une paire de baskets, voilà, elle est affichée 40 € alors qu'elle coûte habituellement 120 €. Si je tombe sur un seul site qui met en promotion cette paire de baskets à 40 €, alors que tous les autres sites, par exemple je vais aller sur, Nike, je vais aller sur Amazon, je vais aller sur la Fnac, et cetera, bah, le prix est encore à 100-120 €. Je peux me poser des questions et grâce à ma recherche que j'ai effectuée sur les différents sites, bah, je peux obtenir une fourchette réaliste du prix. Une autre chose aussi qui est assez bien pratiquée, d'ailleurs je vais compléter la slide ici en direct, c'est des produits pas chers. Donc on les met au panier. Sauf qu'on se rend compte qu'un produit qui devrait nous coûter 10 €, mais il y a 30, 40, 50 € de frais de livraison derrière. Et parfois on ne fait pas forcément attention, on voit le total à payer, ou le panier n'est pas forcément clair, ou les frais de livraison arrivent vraiment juste à la fin du parcours, où forcément on est en train de mettre nos coordonnées bancaires. On a passé la commande, bah ça y est, c'est trop tard, ou je l'ai même pas vu. Et du coup, j'ai des frais monstrueux de frais de livraison qui sont appliqués. Autre point aussi, par exemple, je peux avoir un produit qui me coûte vraiment pas cher, ou un mois à l'essai, et passer le mois à l'essai, ou passer du coup la semaine aussi d'essai, ben, je vais avoir des frais mensuels qui vont être appliqués du coup à cette fameuse commande que j'ai pas forcément du coup demandé, mais c'est comme si je souscrivais à une sorte de contrat de service, un contrat de location par rapport à un produit. Un des points aussi, des facteurs les plus facilement identifiables, c'est de vérifier, ça on le fait très peu, c'est la cohérence des prix sur le site. Si tous les prix du site sont vendus à des prix uniformément bas, c'est suspect. Par exemple, je vais avoir un site qui va à la fois vendre des smartphones, des téléviseurs, des vêtements à des prix largement inférieurs au marché. Là, je peux me dire, bah, je fais un tour complet du catalogue, je regarde si les prix pratiqués dans d'autres catégories de produits, par exemple, sont logiques ou non. Voilà. Cas concret qu'on a rencontré sur Verifsite récemment, c'est un site du coup qui vend des produits liés au rugby, notamment des maillots. Bon, on sait qu'entre les différentes équipes de rugby, les prix des maillots ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas une uniformisation des prix. Et là, du coup, tous les prix de base des maillots étaient les mêmes, et la réduction était de 70% sur l'ensemble du coût des maillots. Donc voilà, faites vraiment un tour aussi complet du site et regardez concrètement, au-delà même des prix, hein, vous vérifiez toutes les mentions qu'on a vues tout à l'heure, vous vérifiez également s'il est bien sécurisé, et les différentes clés que vous allez retrouver aussi à la fin de la présentation. Un des pièges les plus souvent rencontrés, c'est les articles de marques, notamment de luxe, hein. Derrière, c'est des articles de contrefaçon. Par exemple, un sac qui est vendu 1500 €, puis vous le trouvez à 100 €. Ce type de promotion par les grandes marques n'existe pas. Si vous avez la chance de recevoir quelque chose, vous allez recevoir une copie, notamment du produit, mais dites-vous que l'offre en tant que telle, elle est forcément derrière pas bonne. Alors, dernier cas de figure sur le service client. Moi, je l'appelle l'arme fatale, dans le sens où, ok, bah, on a tout vérifié sur le site. On a vérifié les prix, on a vérifié la sécurité, on a vérifié les avis, ça m'a l'air bon, tout ça. Ok, mais j'ai encore un doute. Et du coup, si j'ai encore un doute en tant que tel, bah, normalement, tout site e-commerce est supposé avoir une ligne de support, un support notamment téléphonique.
Si le support téléphonique n'existe pas, c'est clairement un indice pour dire, bah non, il y a pas de support client, je peux joindre personne pour mon produit et même en cas, imaginons que vous avez un souci avec votre produit, plus tard, vous ne pourrez même pas, contacter le service client. Deuxième point, c'est OK, vous avez réussi à avoir un service client, mais c'est comment vous êtes traité par le service client? Est-ce que les informations, par exemple, que vous avez demandées sur, l'origine du produit, sur la politique de retour, juste une simple question, par exemple, sur la politique de retour en disant, voilà, j'ai un produit, j'hésite peut-être entre, 2 modèles, je ne sais pas forcément lequel est le plus adapté à mon besoin. Est-ce que si j'essaie le produit, du coup A, sous combien de temps vous pouvez, par exemple, je peux, le renvoyer chez vous? Et là, vous voyez la réponse du vendeur. Est-ce qu'elle est conforme à ces conditions générales de vente ou est-ce qu'elle est conforme à la loi française? Normalement, un service client, il est censé, vous guider avec notamment patience et courtoisie. Et à partir du moment où vous sentez une pression commerciale qui vous est mise dessus, à payer immédiatement, ah vraiment c'est une offre sensationnelle, elle ne dure que 10 jours, vous devez, vraiment passer commande, allez-y. Bah, en fait, non, n'y allez pas. C'est clairement un signe, qui nous dit, ben, ce qu'on appelle un red flag ou une alerte rouge, dit: «Non, non, non, je vais pas plus loin, c'est suspect». Voilà par rapport aux clés. Donc vous voyez par rapport aux clés, on est vraiment sur quand même un système assez complexe, même si on a vraiment normalement de quoi faire pour, vérifier la fiabilité par nous-mêmes du site. Ce qu'on a voulu faire au sein de l'équipe de Verifsite, c'est de donner un accès à un outil, simple à l'utilisation et également, collaboratif. Par exemple, le site de rugby dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un des membres qui l'a signalé. Nous, on va aller vraiment le désosser derrière, on va aller le décortiquer, on va même parfois même appeler le service client et puis après on va lui attribuer du coup une note sur le site qui va permettre à tout le monde de savoir si ce site est fiable ou non. Donc comment ça marche? Vous vous rendez sur verifsite.com, vous tapez le nom du coup du site avec son extension, par exemple, la Redoute que je vous ai, mis en exemple sur la capture d'écran. Vous allez attendre entre 30 et 45 secondes le temps que l'algorithme passe sur le site internet et vous allez obtenir un score de fiabilité. Voilà, c'est un outil d'aide à la décision pour votre navigation et achat de tous les jours. Voilà comment ça se goupille par exemple pour, laredoute.fr. Vous avez un site qui obtient du coup un score, compris entre 1 et 5. Par exemple, ici on est sur un score de 5 sur 5. OK, très bien, on peut aller plus loin. Par contre, du moment où il y a une fiabilité douteuse, qui a été détectée, on va être sur, une notation de 1, on va dire à 2. Et si on a un doute vraiment, l'algorithme a un doute sur le site, il passera la note à 3 sur 5, invitant vraiment, les acheteurs que nous sommes à faire attention au moment de l'achat et être vigilant sur les différents points que je vous ai décrits dans cette présentation. Voilà. On est sur donc ça c'est un outil qui est gratuit, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, vos données personnelles, du coup pour l'utiliser et c'est une plateforme du coup qui est française, qui a été, pilotée du coup en Haute-Saône à Vesoul où je suis et développée du coup en Moselle par, du coup Kevin Benabdelak, du coup sur lequel on a travaillé pendant, plusieurs mois avant d'aboutir à cette plateforme. Voilà. Je souhaitais terminer vraiment le webinaire sur un point important, qui nous arrive à tous, c'est effectivement, voilà, bah ouais, je me suis rendu compte que bah, j'ai fait un achat sur un site frauduleux, bah quoi, ok, bah, maintenant je fais quoi? Première chose, pour minimiser vraiment on va dire les conséquences, de l'arnaque, c'est d'agir immédiatement. Agir immédiatement, c'est essentiellement auprès de votre banque. En appelant par exemple votre banquier ou en signalant via les outils qui existent à travers les différentes banques. Il y a de nombreux outils qui existent pour signaler notamment les arnaques que vous pouvez,
avoir rencontré avec votre carte bancaire. Vous téléphonez à votre banquier, vous mentionnez la nature possible du coup de la fraude. La plupart des banques offrent aussi un service de remboursement pour les fraudes, notamment si vous avez payé par carte Visa, Mastercard ou American Express. Un point très important, notamment, on verra sur le slide tout à l'heure, si vous déposez plainte, c'est de garder les preuves. Donc vous gardez les preuves, vous gardez les mails que vous avez reçus, gardez la confirmation par exemple de commande, vous faites une capture d'écran du site avant que le site ne disparaisse. Ça, c'est un des éléments les plus importants que je peux vous donner par rapport à cette dernière étape. Ensuite, vous allez signaler le site frauduleux. Donc, vous pouvez utiliser la plateforme officielle française Pharos. Donc, internet signalement-gouv.fr. Et vous déposez aussi une plainte auprès de la police, la gendarmerie, avec tous les éléments à votre possession. Ça vous aidera aussi potentiellement à vous faire rembourser avec les assurances qui sont liées avec votre carte bancaire. Forcément, quand on a passé commande sur ce site, on a mis des identifiants. On a mis des mots de passe, enfin nos mots de passe, etc. Très concrètement, la mauvaise pratique, c'est d'utiliser le même mot de passe sur tous les sites de navigation. Donc, concrètement là, vous allez changer immédiatement tous les mots de passe, enfin tout le mode, enfin aussi si vous savez que par exemple vous utilisez le même mot de passe entre La Redoute, Préventica, votre banque française et puis ce fameux site-là, vous changez tous les mots de passe potentiellement du coup concernés. Et alors le comble, c'est ça, c'est que vous surveillez après les emails que vous allez recevoir, parce que vous êtes vous êtes fait arnaquer une fois. Ben maintenant, on a les pirates ont en quelque sorte vos emails. Ben vous allez pouvoir être aussi l'objet d'autres éventuelles tentatives de phishing ou d'arnaque. Une fois que voilà, vous avez fait votre part avec le banquier, vous avez essayé de sécuriser du coup potentiellement les mots de passe que vous avez donnés sur les différents sites. Vous allez pouvoir aussi publier sur des plateformes ou contacter des associations pour prévenir en fait les autres usagers. Voilà, c'est notre fonctionnement, notamment sur VerifSite. Mais vous pouvez également, quand la personne elle recherchera, on a vu tout à l'heure, le nom de la marque ou le nom du site, du coup par exemple sur Google, bah, qu'elle remonte sur votre avis, sur votre expérience, en disant voilà, j'ai François, j'ai voulu commander du coup ce produit-là, mais ce site est frauduleux, ne commandez surtout pas, etc. Votre commentaire va permettre à d'autres utilisateurs d'éviter ou du moins se prémunir de ce type d'arnaque. Et après, si vous voulez aller plus loin, notamment selon la gravité et les fonds, on va dire, extorqués, vous pouvez vous tourner sur une association de consommateurs. Donc il y a UFC Que Choisir, mais il y en a bien d'autres. Elles peuvent vous guider du coup précisément dans vos démarches pour récupérer votre argent ou obtenir un semblant de justice, même si on sait que dans la majorité des cas de figure, on a beaucoup de mal à se faire notamment rembourser. Dernier slide avant du coup de prendre aussi vos questions. C'est une recommandation qui est simple, hein, mais si vous avez un doute, vous vous abstenez de toute action et vous demandez conseil à vos proches. Voilà. À plusieurs, on est plus fort pour savoir si un site, du coup, vaut la peine ou pas. Et du coup, c'est le dernier conseil que je peux vous donner dans le cadre de ce webinaire. Donc les slides, notamment le PDF, vous sera envoyé par Préventica. Moi, je reste à votre disposition sur la plateforme verifsite.com. Si vous avez des sites déjà mentionnés, à signaler, n'hésitez pas à nous les transmettre.
Ça nous permet vraiment d'améliorer notre base de données et d'aider le plus grand nombre à éviter les arnaques. Je vais regarder si vous avez des questions. Ah. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Parfois apparaît les pare-feux pour la sécurité, alors que ce n'est pas un site fraudulé. Donc comment faire la différence? Alors vous avez vu, je vous ai pas parlé des pare-feux aujourd'hui ou des antivirus. Effectivement, il y a des signalements parfois aux antivirus qui sont faits pour différents sites. Comment faire la différence? Bah, vous pouvez tout simplement passer par exemple votre site sur verifsite.com ou également sur France Vérif, hein, ça fonctionne bien. Et également mettre à jour la liste blanche dans les listes blanches et listes noires du coup dans les antivirus. Voilà. Mais effectivement, le pare-feu parfois bloque tout seul le site. Par contre, ça vous donne un indice. Ça vous donne un indice en disant bah attention, ce site-là, il est potentiellement du coup dangereux. Par contre, la difficulté que vous pouvez avoir avec votre antivirus, c'est qu'il vous ne laissera pas accès notamment à ce site. Voilà. Je sais pas si je vais rester encore peut-être 10-15 secondes, voir si vous avez d'autres questions. Et sinon, on arrêtera là. Voilà, mais il me semble que c'est bon. Bah, merci à tous pour votre participation, et si vous avez besoin ou des questions par rapport à ce sujet-là, moi je reste disponible notamment sur verifsite.com. Bonne journée à tous.